Donc, bonjour à tous. Avec Ludovic, on est ravis de vous recevoir pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Caroline et je représente l'équipe RH chez Zest. Je m'occupe vraiment de nos clients sur le marché français qui déploient des outils d'écoute interne et d'engagement collaborateur, comme ce qu'on propose nous chez Zest. Et je suis ravie de recevoir Ludovic, qui est l'auteur du livre à succès qui s'appelle Dream Team sur vraiment les enseignements managériaux qu'on peut retrouver et qui accompagnent notamment des dirigeants dans le cadre du réseau Entreprendre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Euh, on va peut-être attendre un tout petit peu encore avant de commencer, qu'il y ait quelques personnes qui aient le temps de rejoindre encore le webinaire. Je vais en profiter pour vous présenter HR for Good, qui est donc le collectif d'experts et de partenaires qu'on a créé avec Zest au début de la crise. On a eu l'impression qu'il y avait énormément d'informations qui arrivaient pour accompagner les RH dans cet élément-là. Et on avait envie, nous, de consolider ça sur ce qui nous semble être le plus exploitable pour vous donner les clés sur comment gérer la crise maintenant et comment gérer le monde demain. Donc, on a décidé de créer ce collectif-là qui s'appelle HR for Good. Et c'est dans cette lancée qu'on a commencé à créer des webinars très réguliers sur le monde d'après et différents sujets. Donc, notre sujet du jour, c'est le monde d'après et la gestion des talents et la motivation. Donc, pour ça qu'on est très heureux d'avoir Ludovic avec nous. Et on va notamment parler de voilà, le travail après la crise, comment va être la gestion des talents après la crise et surtout, comment est-ce qu'on garde nos équipes motivées maintenant, pendant cette période-là et qu'est-ce qui va changer après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et poursuivre tout du long. Et du coup, je voulais te demander, toi, Ludovic, pour toi, qu'est-ce que c'est les impacts de cette crise? Qu'est-ce que ça impacte la crise, le confinement sur la gestion de nos talents dans l'entreprise? En fait, c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de contenu fleurir depuis le début du confinement sur notamment la gestion des talents, le management, sur l'impact que ça pourrait avoir. Et moi j'ai une conviction en fait assez forte sur le sujet, qui est de dire que le management de crise, le management à distance, la gestion des talents dans ce contexte actuel, en fait tout ça reste la gestion des talents et tout ça reste le management. Et en fait, les besoins des collaborateurs dans cette période, ce sont exactement les mêmes qu'avant la crise. Ils sont en revanche, et je parle souvent moi dans ce contexte-là de management augmenté, en fait tout est exacerbé dans la période. Mais les besoins sont fondamentalement les mêmes, c'est-à-dire que les collaborateurs sont toujours les mêmes collaborateurs. Ok, ils sont dans un autre contexte un peu particulier, et vous, en tant que manager ou en tant que DRH, en fait, vous êtes les mêmes. Il ne peut pas y avoir un DRH en temps de crise et puis un comportement qui n'a rien à voir en temps normal. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir deux personnes en une, ça n'a jamais fonctionné. Ou alors ça finit mal dans les films. Mais en gros, voilà, les besoins sont exactement les mêmes. Manager à distance, ça reste manager. En revanche, effectivement, tout est exacerbé. Je prends des exemples concrets. En visio ou en call, un petit silence va peut-être être interprété de manière trop importante. Ça va se transformer, un petit silence peut se transformer en grand malaise. On va le percevoir comme un grand malaise. Un manque de fluidité dans l'équipe et de communication va peut-être être perçu comme une catastrophe et comme une dissolution de l'équipe où plus rien ne va. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que dans ce management augmenté, le manager ou les RH, dans la gestion des talents au sens large, il faut être encore plus présent qu'avant. Mais les leviers, en fait, sont les mêmes. Encore une fois, les besoins des collaborateurs, quand vous leur posez des questions, ils sont les mêmes, sauf qu'ils sont multipliés par 12 ou par 15 ou par 100, selon les contextes, parce qu'en plus, on y reviendra sans doute, mais on n'est pas tous égaux face au confinement entre ceux qui sont un célibataire de 25 ans chez lui ou quelqu'un qui a 3 enfants à charge et qui doit à la fois gérer l'école, l'intendance et puis le télétravail. C'est assez compliqué. Mais donc voilà, des impacts, évidemment, il y en a, mais en fait, c'est juste que ça exacerbe et ça met en avant et ça met en lumière aussi le meilleur et parfois le moins bon des uns des autres. Mais en fait, c'est juste que tout est exacerbé, mais sinon, les fondamentaux restent les mêmes. Hmm.
Je vais juste apporter une petite information sur le webinar. Vous pouvez commencer dès à présent à noter toutes les questions que vous avez pour Ludovic ou pour moi ou pour ce qu'on se dit dans la partie questions et réponses. Et on y répondra à la fin du webinaire qui devrait durer donc, là une demi-heure. Puis ensuite, on gardera 10 minutes de questions-réponses. Et vous pouvez également converser dans le petit chat de conversation. Comme ça, on verra ce que vous souhaitez nous dire. Donc voilà. Ouais, donc selon toi, finalement, les éléments de motivation sont les mêmes, les attentes des collaborateurs sont les mêmes, mais tout est exacerbé, tout est plus important finalement. Exactement. Et du coup, on avait prévu de décrypter les 5 mantras de ton livre appliqués justement au contexte de la crise. Est-ce que tu peux nous parler du premier, en tout cas, de ces mantras-là? Je crois que Bien sûr. je vais partager mon écran un instant. Avec plaisir. Et du coup, juste le temps que tu partages l'écran, en fait, peut-être pour compléter ce que je disais avant, typiquement, ça veut dire quand on se dit que manager à distance, ça reste manager. Mais en revanche, c'est quand on parle de management augmenté, que tout est exacerbé, que tout est multiplié par 100 ou 1000, ça veut dire aussi qu'il faut un peu réinventer ces rituels de gestion des talents. Typiquement, si on prend l'exemple de la réunion d'équipe qui avait lieu peut-être avant la crise, tous les 15 jours ou une fois par semaine, ça va être plutôt pour s'adapter encore une fois à ce management augmenté, c'est plutôt de le faire tous les 2 jours, voire tous les jours. Nous, par exemple, dans notre équipe, avant, on avait une réunion d'équipe chaque lundi matin qui durait environ 2 heures. Maintenant, en fait, on fait un daily meeting tous les matins. Donc, une réunion, une sorte de kick-off à 9h15 où on se connecte tous en visio et chacun un peu partage les grands blocs, les grandes priorités en fait, de sa journée. Et voilà, et l'idée, c'est d'en faire peut-être de manière beaucoup plus resserrée, mais donc plus court. Donc, encore une fois, on est sur un management augmenté. Donc, plutôt que de faire une réunion, on en fait x5. Et pareil sur les one-to-one. On en reparlera dans un instant dans les mantras, mais les one-to-one, alors moi, pour resituer un peu le contexte du travail que j'ai fait autour de ces sujets-là et sur Dream Team, donc le livre que j'ai sorti il y a quelques mois, en fait, je suis allé à la rencontre de plus de 450 managers, à la fois de startups, de PME et aussi de grands groupes, pour qu'ils me partagent en fait tout leurs meilleures pratiques sur le terrain qui fonctionnent pour engager, recruter et surtout fidéliser, engager les équipes. Et donc, en fait, je me suis rendu compte au travers de ces échanges que pour les one-to-one, dans un monde idéal, c'est de faire 30 minutes par semaine avec son collaborateur en one-to-one, non pas pour parler des sujets en cours et des projets en cours, mais vraiment pour prendre de la hauteur sur la mission du collaborateur, savoir comment il se sent, comment est-ce qu'il se projette et vraiment prendre la température du collaborateur. Encore une fois, ça c'est dans un monde idéal. Et là, typiquement, pour s'adapter à la situation et au contexte, ce qui va changer, les points doivent toujours être faits, mais ils doivent être un peu réinventés, notamment en termes de fréquence. Peut-être plutôt que d'attendre une fois par semaine, vous pouvez, ou tous les 15 jours ou une fois par mois, c'est de réduire en fait la périodicité. Si vous le faisiez une fois par mois, c'est de le faire plutôt une fois tous les 15 jours. Si vous le faisiez tous les 15 jours, de le faire une fois par semaine. Et si vous le faites une fois par semaine, c'est plutôt de le faire tous les 2 ou 3 jours ou peut-être 2 fois par semaine. Voilà, donc ça me paraissait important peut-être d'illustrer un peu plus concrètement ce concept de management augmenté. Oui. Écoute, je te rejoins parce que nous, chez Zest, on a toujours été très familiers du télétravail, mais évidemment, on n'a jamais vécu cette situation-là. Et on avait l'habitude de faire un meeting par semaine le lundi matin pour vraiment lancer la semaine. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire 2 gros meetings par semaine. Donc, un le lundi, un le mercredi pour donner vraiment de la visibilité à tout le monde. Et un meeting par jour par équipe. Par département pour lancer la journée. Effectivement, ça donne de la visibilité. C'est hyper important pour nous pour avancer, quoi. Ouais, exactement. Et nous, effectivement, ça a vraiment changé la donne. Au tout début du confinement, on s'est un peu cherché sur le sujet. On a testé pas mal de formats et c'est celui qui fonctionne le mieux. Et il y en a un autre qui marche pas mal aussi. J'en parlerai dans le cadre des mantras. Du coup, tu veux qu'on enchaîne sur les mantras? Tout à fait. Ça serait super. Donc, du coup, le premier, c'est direction. Ouais, exactement. En gros, pour aussi redonner un peu de contexte sur ces 5 mantras, c'est que, en fait, au travers des centaines d'échanges que j'ai pu avoir avec les managers, je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement, en fait, 5 grands éléments à systématiquement réunir pour maintenir un collaborateur engagé.
Et en fait, pour faciliter un peu leur mémorisation pour les managers, les DRH et tous ceux qui touchent de près ou de loin à ces sujets d'engagement des collaborateurs, je les ai réunis autour d'un seul mot qui est le mot Dream, qui est évidemment aussi un clin d'œil au titre Dream Team du livre, mais qui surtout en fait reprend les initiales en fait de ces 5 leviers, de ces 5 piliers que maintenant je vais effectivement vous décliner un à un. Donc le premier, en effet, c'est un collaborateur pour être engagé, il a besoin, et encore plus en ce moment, je vais y revenir, de direction. Donc concrètement, alors je vous ai mis une citation de Saint-Exupéry que j'aime bien, qui effectivement illustre bien ce besoin en fait de donner du sens aux collaborateurs. C'est-à-dire concrètement, un collaborateur pour être engagé, il a besoin de comprendre à quel grand projet il participe. Il a besoin de vraiment bien comprendre que son job, c'est pas juste de répondre à des emails et de faire des visios et de faire avancer tel ou tel projet. C'est toujours important de connecter son job à la grande mission de la boîte ou de la BU ou de la direction, de la division à laquelle il appartient. Ça, c'est vraiment très important qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils se lèvent chaque matin. Et en plus, en ce moment, c'est d'autant plus vrai. On voit bien là, on voit tous ces soignants qu'on applaudit à 20 heures. La question du sens de son travail et avec pas mal d'activités aussi qui sont parfois en arrêt, certaines équipes qui sont en partie en chômage partiel, d'autres non. Donc ça pose d'autant plus en fait ces questions de mais à quoi sert mon job? Donc il faut que chaque semaine, idéalement, votre collaborateur soit exposé au sens de son travail. Et pour ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, donc c'est ce que j'évoquais, c'est le grand niveau de la mission de la boîte. Toujours s'appuyer dessus, toujours la rappeler en collectif ou en one-to-one, c'est très important. Vous, en tant que manager ou en tant que DRH, vous l'avez très probablement en tête et vous la vivez au quotidien. Vos collaborateurs, c'est en général beaucoup moins le cas. Donc, pas hésiter à la rappeler. Et je pars aussi du principe souvent que communiquer, c'est répéter. Ça, je dis souvent parce que il y a souvent un gros décalage entre ce que le manager ou le DRH a dans la tête et la réalité qu'entend le collaborateur, entre ce que le manager a dans la tête, ce qu'il dit et la manière dont c'est approprié par le collaborateur. Il y a en fait parfois un grand fossé. Et donc, pas hésiter à le ressasser. Et le jour d'ailleurs où vos collaborateurs vous diront que en fait, ils le savent et qu'ils l'ont bien intégré et que vous commencez à radoter, là, c'est que vous aurez bien fait votre job et qu'ils l'auront effectivement bien en tête. Donc, le premier niveau, c'est la grande mission de la boîte. Le deuxième niveau, et ça, c'est quelque chose qui est assez peu fait, je trouve, par les managers, c'est au niveau de l'équipe, au niveau de chaque équipe, que chaque manager rappelle aussi, pareil en collectif et en one-to-one, le rôle de l'équipe et la mission de l'équipe. C'est-à-dire qu'OK, il y a un grand projet dans la boîte, mais finalement, quelle est la mission de notre équipe? Et à quel grand projet elle répond pour impacter positivement la grande mission de la boîte. Et après, il y a un autre exercice aussi qui est à faire, je trouve assez intéressant, c'est vis-à-vis de chaque collaborateur, et là pour le coup, c'est évidemment à faire uniquement en one-to-one et pas en collectif, c'est de discuter avec lui, d'échanger avec lui, quelle est sa mission au sein de l'équipe, comment est-ce qu'il va impacter positivement la mission globale de l'équipe. Quelqu'un d'expérimenté dans l'équipe, d'un peu plus senior, ça va être justement de faire monter en puissance les plus juniors. Voilà, quel est ton rôle dans l'équipe, au-delà évidemment de ta description job, au-delà de ce que tu dois faire au quotidien pour mener à bien ton boulot. Donc ça, c'est vraiment important. Premier mantra, la direction, le sens. Réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez diffuser ces messages-là auprès de vos équipes très régulièrement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le fait d'avoir toutes les équipes qui sont isolées chacune chez elles, on a vraiment tendance à se concentrer sur de l'opérationnel et on peut très vite perdre le sens si on ne nous le rappelle pas, si on n'a pas un manager, un leader charismatique qui va nous rappeler ce pourquoi on fait ça et nous ramener à ça, ce qui nous redonne finalement de la motivation en nous sortant un peu de notre quotidien très opérationnel, quoi. Exactement. Et peut-être dans le contexte aussi, pour préparer l'après, c'est vraiment aussi de bien rappeler ses fondamentaux, de bien en fait vraiment fédérer l'équipe autour de nouveaux objectifs communs. C'est vrai on lit beaucoup à droite à gauche que plus rien ne sera comme avant après cette crise, ce qui est, je pense, en partie vrai, en partie faux, mais en tout cas, c'est important de profiter aussi de ce moment-là pour refaire adhérer à tout le monde au grand projet de la boîte. Et même si elle est amenée à s'adapter au contexte qu'on est en train de vivre et qui va encore perdurer sans doute pour de longs mois, justement, c'est d'en profiter pour soit co-construire avec ses collaborateurs, soit en tout cas en profiter pour les fédérer autour de ces nouveaux objectifs communs à court, moyen et long terme. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Donc ça, c'est pour le premier pilier, le premier mantra, on va dire. Sur le deuxième, donc on est toujours ces 5 lettres de Dream. Le deuxième, c'est pour le R de reconnaissance. Donc, c'est évidemment le besoin fondamental qu'a un collaborateur d'être valorisé, d'être mis en avant. Donc, tout ce que je vous dis, je pense que c'est des choses que, évidemment, vous avez en tête. Vous ne découvrez rien. Mais l'idée, c'est vraiment, et j'en parlerai à la fin, de voir comment utiliser concrètement en fait aussi ces 5 leviers et comment est-ce qu'ils doivent vous accompagner, vous, en tant que manager DRH, dans l'engagement et dans la gestion de vos talents. Mais sur le R de reconnaissance, c'est vraiment essentiel aussi. Un collaborateur, il doit dans l'absolu, dans un monde idéal aussi, avoir au moins une fois par semaine, être valorisé, être mis en avant par son manager. En plus, dans ces périodes-là qui sont particulièrement compliquées, où je parlais de management augmenté, mais en fait, tout est exacerbé, c'est-à-dire que la charge mentale, elle est fois 100. Les gens, la frontière entre la journée pro et perso, elle existe parfois pas du tout. Et donc, en fait, et d'ailleurs, c'est marrant, moi, je me rends compte à quel point le trajet que j'avais entre le boulot et chez moi, que souvent, dans les transports en commun, j'étais le premier à conspuer. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point il est important, mine de rien, pour couper et laisser un peu le travail derrière soi. Là, en ce moment, malheureusement, on ne l'a plus. Mais, donc, ce qui est important, c'est que vos collaborateurs, ils sont aussi en situation de faiblesse et de difficulté parce que ce télétravail, aujourd'hui, il est forcé, il est subi pour tout le monde. Et tout le monde ne le vit pas forcément très bien. Encore une fois, entre quelqu'un qui va aussi avoir une maison avec un jardin, un appart enfermé, c'est pas le même quotidien. Et donc c'est important, d'autant plus de penser à les valoriser. Et en plus, on a plein de moyens de le faire. Les outils digitaux, on peut le faire juste un petit mot à l'oral aussi, en one-to-one, en collectif, selon la teneur du mode de reconnaissance que vous voulez avoir. Vous avez plein d'outils à votre disposition. Et évidemment aussi, ce qui est important à faire quand vous félicitez un collaborateur, c'est pas juste de balancer un bravo, un merci, qui risque un peu de tomber à plat et de ne pas être vraiment valorisé pour le coup à sa juste valeur. C'est vraiment aussi prendre le temps de décrypter le pourquoi du merci, du bravo, des félicitations, de rentrer dans le détail. Donc, il faut évidemment que ce feedback soit sincère, bien sûr, et puis de prendre le temps de faire de la pédagogie autour de ce feedback. Et plus vous en ferez, plus votre feedback sera puissant et ça donnera aussi la bonne direction à suivre pour votre collaborateur. Nous, tu vois, chez Zest, on fait un peu comme toi, on différencie les 2 types de reconnaissance. On a, tu vois, un petit outil de reconnaissance qui dit bravo, félicitations, avec un petit message sympa, mais qui est utilisé entre pairs. Donc vraiment sur les membres de l'équipe et ça nous fait du bien en fait et c'est assez chouette. Et le feedback qui est vraiment le feedback du manager et envers son collaborateur sur faire un retour qui soit constructif, qui soit valorisant et qui nous aide à grandir rattaché à une situation. Donc on voit bien on voit bien le point de ce que toi tu énonces là-dedans. Ouais, c'est des petits trucs vraiment qui font la différence. Et moi j'adore là, ce que tu disais sur effectivement le petit coup de pouce, le petit like, le petit tape dans le dos virtuel entre pairs. C'est vraiment les petits détails qui font la différence, d'autant plus dans ces moments stressants complètement. C'est clair. Du coup, est-ce que tu veux qu'on passe au troisième mantra ? Exactement. Donc le troisième, c'est pour la lettre E du mot Dream. Donc c'est pour environnement social. Ouais. Donc quand je parle d'environnement social, en fait, donc c'est concrètement l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Et c'est vrai que en ce moment, l'ambiance de l'équipe, elle peut paraître un peu étonnante, étrange et difficile à maintenir cette bonne ambiance. Et c'est ce que j'ai mis là dans mon tweet, c'est que en fait, la culture de l'entreprise, elle s'arrête pas aux frontières géographiques de l'entreprise. Elle s'arrête pas à cette période elle doit pas s'arrêter en cette période de confinement. Au contraire, elle doit être décuplée pour compenser l'absence de contact presque physique entre les collaborateurs. Et donc, en fait, tout simplement, je dis tout simplement, c'est pas toujours évident à faire, mais en tout cas, il faut vraiment réinventer les rituels qu'on avait. La bonne ambiance, elle est directement corrélée aussi au fait que les collaborateurs arrivent à parler d'autre chose que de boulot. Ouais. En ces temps de confinement, quand on a juste des calls, des visios de 5 minutes, on va au plus vite. C'est moins évident de se parler un peu de tout et de rien. Donc ça, tout simplement, c'est de réussir à recréer un peu cette machine à café virtuelle et de réussir à recréer tous ces petits moments un peu informels. Il y a plusieurs manières de le faire.
Nous, par exemple, au sein de l'équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, et j'en ai un aujourd'hui à 18h, un tea time le mercredi, où en fait toute l'équipe se retrouve et se connecte, et puis on discute en fait de tout et de rien, interdiction de parler de boulot, et c'est juste un moment sympa où on parle d'un film qu'on a vu la veille, d'un bouquin qu'on est en train de lire, des poulaillers d'une telle qui est confinée dans le Limousin et qui a une ferme. Donc voilà, ça permet de recréer en fait ces moments un peu informels qu'on a d'habitude, soit à la machine à café, soit avant qu'une réunion démarre, soit voilà, entre deux, dans un couloir. Bref, c'est réussir à recréer tout ça. Autre exemple, dans pas mal de boîtes, il y a des collaborateurs qui ont l'habitude de faire du sport ensemble. Et ben, il y a pas mal de boîtes, nous on l'a fait, où ils recréent en fait ces cours de sport. Maintenant, ça ne se fait plus ensemble dans une salle de sport ou dans la cour de la boîte ou dans les rues de Paris ou ailleurs. Ça se fait chacun chez soi, mais en visio, ensemble. Et ça permet toujours, pareil, de recréer du lien et d'entendre les blagues d'un tel ou d'une telle qui nous faisait rire d'habitude et qui nous manquait tant. Donc voilà, c'est vraiment de lister en fait tous les petits rituels qu'il y avait dans l'équipe avant et de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut les réinventer? Parce qu'en plus, le 11 mai, on parle de cette date du 11 mai comme fin du confinement. En fait, ça va être le début d'un retour à une vie qui ne sera pas celle qu'on avait connue avant, avec des mesures sanitaires en plus à maintenir, de distanciation sociale. Donc il y a certains rituels toujours à réinventer en digital et d'autres qui vont pouvoir être recréés en physique, mais dans des dispositions voilà, mais ils sont vraiment cruciaux. Et donc, c'est vraiment de lister presque sur un papier tous les rituels qu'il y avait et de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait, comment c'était avant et comment est-ce qu'on les recrée aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Nous, chez Zest, on est une équipe qui est toujours, mais très soudée et on est très émotionnel on passait beaucoup de temps ensemble, on faisait du sport ensemble, on allait boire des verres ensemble après le boulot. Et c'est très difficile finalement de se retrouver privé de tout ça d'un coup. Alors nous, on n'a pas réussi à recréer le yoga du jeudi midi tous ensemble. Mais par contre, on a fait quelques petites choses qui sont assez sympas. C'est qu'on a créé des channels sur Discord, justement pour recréer l'ambiance open space qu'on avait, où on peut entendre un petit peu les gens rigoler sur des sujets. J'ai entendu aussi des entreprises, alors nous on ne le fait pas, mais qui font des petits cafés aléatoires. Ouais, café roulette aléatoire pour pouvoir se parler, mais c'est clair que c'est hyper important de se poser sur se dire qu'est-ce que c'était notre culture, elle était basée sur quoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça perdure pendant cette période-là. Exactement. Et ça passe aussi par des discussions avec son équipe, de savoir concrètement en individuel qu'est-ce qui te manque le plus, qu'est-ce qui vous manque le plus, pour un peu aussi sentir un peu les choses et concentrer sur ses efforts sur ce qui aurait le plus d'impact. Ouais, complètement. Nous, on avait quand même souvent une tradition le vendredi soir d'aller boire un verre tous ensemble au bar qui était en bas de notre bureau. Et ça, on a réussi à le garder un petit peu sur nos réunions en ligne où on se retrouve du coup à 25 pour se retrouver. Bon, ça, c'est quand même assez sympa. Ouais. Ouais, ça marche bien, mais c'est pareil, c'est un des 5 leviers, c'est indispensable. Et encore une fois, les 5 leviers là que j'expose, ils étaient vrais avant la crise, mais ils viennent encore une fois, sont les mêmes. J'en ai pas rajouté en fait, parce que j'ai rééchangé avec pas mal de managers avec qui j'avais discuté à l'époque en préparant le livre. Mais en fait, ils me disent non, les leviers que tu as mis là dans le bouquin en les synthétisant sont exactement les mêmes. J'en ai pas rajouté un sixième. C'est juste qu'encore une fois, il faut y faire d'autant plus attention. Oui, et puis il faut mettre en place, avoir un petit peu d'innovation et de réflexion pour justement trouver comment les appliquer dans ce contexte particulier. Exactement. Ouais, il faut être créatif et ça peut être l'occasion justement, typiquement, réinventons les rituels de l'équipe plutôt qu'en tant que manager débarquer en disant bon, maintenant c'est génial, on va faire des random coffee, des cafés roulettes entre vous. C'est peut-être de leur proposer à eux de réfléchir en fait à comment réinventer la vie d'équipe aujourd'hui jusqu'au 11 mai ou en tout cas jusqu'à une date de retour dans les bureaux et puis pour l'après, parce qu'encore une fois, les règles du jeu dans l'open space sans doute seront un peu modifiées pour les mois à venir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, je te propose qu'on enchaîne sur le quatrième. Super. Top. Du coup, c'est le A de Dream, donc c'est pour autonomie. Donc c'est la dimension responsabilisation. Et c'est ce que je mets aussi dans le tweet. Mais en fait, je vois cette période de confinement comme un super laboratoire en fait. À la fois, c'est très compliqué, mais voilà, si on essaie de voir un peu les opportunités que nous offre la période, moi, je le vois vraiment comme un super laboratoire de motivation en fait de ces collaborateurs. C'est l'occasion de tester plein de choses. Parce que quand on est à distance comme ça, ça permet de toute façon, on est obligé de se réinventer. C'est
l'occasion de tester des choses, et notamment sur ce quatrième levier, c'est que pour être engagé, un collaborateur, il a besoin d'être responsabilisé, on va dire, mais à son juste niveau. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, un collaborateur, on n'est pas tous égaux, pareil, face à l'autonomie. Quelqu'un pareil, de 25 ans, ou selon sa nature et son caractère, on aura envie d'avoir besoin de beaucoup de liberté, ou au contraire, parfois, beaucoup de liberté pourrait donner le vertige et faire un peu peur. Il n'y a pas de bonne manière de faire. C'est ce qu'on appelle souvent le management situationnel, mais c'est de réussir à s'adapter à chacun. Et tout simplement, ça, c'est en discutant avec son collaborateur de son rapport à l'autonomie. Ça permet d'éviter aussi un biais assez classique qu'on a tous en tant que manager, de projeter en fait ses propres aspirations sur celles de ses collaborateurs, où en fait, grosso modo, c'est tout simplement de discuter avec son collaborateur, de savoir, OK, comment est-ce que jusqu'à là on a fonctionné comme cela? Est-ce que ça te convient sur cet axe un peu autonomie? Qu'est-ce que tu en penses? Et tous les managers m'ont remonté la même chose. Là, pour le coup, c'était vraiment unanime. Dès que vous responsabilisez à son juste niveau un collaborateur, c'est dingue, il donne vraiment le meilleur de lui-même, et il change vraiment du tout au tout. Ses niveaux de performance, d'engagement et d'épanouissement dans son boulot n'ont plus rien à voir. Donc, à vous de réussir à trouver un peu le bon curseur là-dessus. Encore une fois, en co-construisant le curseur, en le co-définissant avec votre collaborateur, et profiter de la période peut-être pour tester des choses, pour laisser peut-être un petit peu plus de responsabiliser un petit peu plus vos collaborateurs. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses que dans la période, ça a généré finalement des besoins d'autonomie plus grands pour les collaborateurs qui se retrouvent en télétravail ou ce genre de choses? Ouais, sûrement. C'est sûr que ça a ouvert, je pense, plein de perspectives à plein de monde qui jusqu'alors soit avaient peur du télétravail, soit c'était pas cohérent par rapport à ça paraissait pas forcément cohérent par rapport à leur activité, par rapport à leurs habitudes. Donc là, comme encore une fois, c'est un télétravail forcé, tout le monde a bien dû s'y mettre, et forcément, ça va naître entre guillemets des vocations de télétravailleurs au sein des équipes, c'est évident. Donc ça paraît, c'est d'être à l'écoute des attentes des uns et des autres, de voir un peu comment se comportent les uns les autres, parce qu'encore une fois, c'est un révélateur, cette période. Ça permet de révéler ceux qui s'en sortent très bien en télétravail. Hier, j'avais par exemple une dirigeante d'une boîte dans l'univers des fleurs qui me racontait qu'elle avait deux commerciaux elle avait jamais testé le télétravail avec eux, et là, elle se rend compte qu'ils dépotent en ce moment, malgré le contexte, et qu'ils s'en sortent hyper bien. Et en fait, probablement que ça va être prolongé. Donc voilà, encore une fois, c'est un laboratoire. Ça vous permet de tester en grandeur nature ce dispositif-là et de voir ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui galèrent un peu plus. Et pourquoi pas, évidemment, maintenir pour ceux qui s'en sortent le mieux et qui en font la demande, de réinventer un peu sa manière d'avancer. Sachant qu'en plus, il est très fortement probable que dans les mois à venir, une des recommandations fortes, ce soit de maintenir un maximum le télétravail. Donc, c'est peut-être de prioriser ceux qui s'en sortent le moins, de prioriser, eux, un retour progressif au bureau, et de maintenir en télétravail tout ou partie ceux qui s'en sortent le mieux. Ouais, c'est clair. Je te propose qu'on passe au dernier point, au dernier mantra. Avec plaisir, ouais. Donc, du coup, c'est la dernière lettre du mot DREAM, donc c'est le M de monter en compétences. Et ça, c'est un tweet aussi que j'avais fait et que j'ai pu, moi, expérimenter, et beaucoup de managers aussi me l'ont remonté. C'est qu'un collaborateur qui n'apprend plus, c'est un collaborateur qui a déjà un pied dehors. En fait, concrètement, et on l'a tous vécu, quand on s'embête, quand on s'emmerde dans son job, forcément, on est moins engagé. Et ça, en fait, et dans le livre d'ailleurs, je mets un peu une courbe de vie classique d'un collaborateur contre laquelle il faut un peu lutter. Et en fait, il ne faut pas attendre que la courbe de l'engagement commence à descendre pour travailler sur ce levier de montée en compétences. Il faut un peu le prévenir. Et pour ça, il y a un outil, moi, que j'aime bien, une manière en tout cas de travailler qui est assez intéressante, qui est issue un peu des méthodologies agiles, des développements informatiques, IT, etc. C'est les concepts en fait de run et de build. Concrètement, le run, c'est les missions du quotidien du collaborateur, c'est ce qu'il doit faire qui correspondent à son poste et à son job pour faire un peu tourner la boutique. Et le build, c'est des sujets un peu de fond, des sujets qui en fait permettent de se mettre en ordre de bataille pour la suite. Et donc, la répartition optimale qui m'a été remontée moi, dans toutes mes rencontres, c'est plutôt 90-10.
90% sur du run et 10% sur du build, là, en ce moment, c'est peut-être d'en profiter pour revoir complètement cette répartition selon la nature de votre activité. Il y en a certains, l'activité est complètement à l'arrêt, d'autres c'est en partie, d'autres au contraire, ils sont à 120% parce qu'ils sont sur une activité contracyclique. Donc, en tout cas, et l'avantage de ce build, c'est que ça permet aux collaborateurs de travailler sur des sujets autres. Ça lui permet du coup, de donner de l'oxygène, du souffle, lui donner un peu, ouais, c'est ça, ce second souffle qui, à un moment donné, on manque d'oxygène parce qu'on fait un peu toujours la même chose. Là, hop, ça permet, en bossant une demi-journée, par exemple, par semaine sur d'autres projets, de sortir un peu la tête de l'eau. Ça permet aussi de travailler. C'est l'occasion de travailler avec d'autres personnes dans la boîte et donc de bosser avec de voir d'autres facettes de l'entreprise, de voir d'autres types d'outils qui sont utilisés dans l'entreprise, d'autres types de profils avec lesquels travailler. Donc, vous devez en tout cas réfléchir à la meilleure manière de très régulièrement faire en sorte que vos collaborateurs changent un peu de sujet. Alors, pareil, la montée en compétence, si c'est quelqu'un qui vient de commencer son job, ce n'est pas tellement un sujet. Quelqu'un qui est sur son poste depuis 2, 3, 4 ans, là, pour le coup, ça va sans doute le devenir. Et en ce moment, il y a plein de manières de réinventer tout ça. Il y a la formation qui est prise en charge pendant le chômage partiel. En profiter à fond pour que le collaborateur monte en compétence sur de nouveaux sujets. Il y a des tas de sites qui proposent de plus en plus de formations en ligne, de type Coursera, Udemy, avec beaucoup de cours qui sont gratuits ou alors fortement bradés. Donc, pourquoi pas encourager le collaborateur à monter en compétence sur certains sujets pertinents par rapport à son job ou pour lui donner un peu de perspective. Les inviter à suivre des webinars comme celui-là pour un peu s'ouvrir un peu l'esprit. Avant, moi, je recommandais très fortement aux managers d'inviter leurs collaborateurs à en fait aller à des conférences très régulièrement et que ce soit non pas en plus de leur job, mais que ce soit finalement dans leur journée de travail. À un moment donné, si à 17h, il y a une super conférence, je veux dire qu'ils partent à 16h, en fait, que ça fasse partie intégrante de son boulot. Et ça, c'est ce qui permet aussi de s'aérer un peu l'esprit, de s'oxygéner. Et c'est assez intéressant. Donc, c'est pareil de réinventer tout ça dans cette période-là. Ce ne sera plus forcément des conférences physiques, mais des webinars, des cours en ligne, des formations à distance, etc. Donc, voilà un peu pour ce… Ouais. Vas-y, ouais. Non, j'allais dire, on a vu tes cinq mantras en gestion de crise. Alors, je trouve ça super intéressant parce que c'est aussi très concret. Et je voulais voir avec toi sur quels sont les enseignements du coup qu'on pourrait tirer sur l'après-crise. Qu'est-ce qu'on va conserver de tout ça? D'après toi, tu as l'air quand même de dire que ce sont des choses qu'on devrait déjà avoir mis en place, que là, on met en place un peu avec des nouveaux outils. Et sur l'après, quoi. Ouais, en fait, déjà, je pense que ces cinq leviers, c'est encore une fois, pour l'après, c'est de prendre, faire encore plus attention qu'avant. Encore une fois, et ce qui nous attend dans les mois à venir, cette histoire de management augmenté. Je pense que ce sera vrai d'autant plus pour les mois à venir. Donc, c'est déjà de soigner particulièrement ces 5 leviers et surtout vraiment, encore une fois, donc, de les voir comme des leviers. C'est-à-dire, je m'explique, il faut vraiment voir ça comme pour chaque collaborateur, imaginez une sorte de tableau de bord où vous avez 5 leviers que vous pouvez activer à des degrés, on va dire, entre 0 et 100. Et en fait, l'idée, c'est pour chaque collaborateur d'ultra personnaliser l'approche et de se dire, OK, parce qu'on n'est pas tous égaux au même moment en plus, passer au sujet d'autonomie, de monter en compétences, la reconnaissance. Parfois, il y en a certains, la reconnaissance, ça leur passe un peu au-dessus. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent presque qu'à ça. Et donc, en fait, pour chacun de ces leviers, c'est de se dire, OK, vis-à-vis de ce collaborateur-là, lui, en ce moment, il a particulièrement besoin effectivement, de monter en compétences parce que ça ronronne un peu. Il a particulièrement besoin de reconnaissance parce qu'on sait que dans des discussions one-to-one avec lui, on a compris que c'était un moteur important pour lui. Donc, c'est en fait pour chacun de faire un réglage le plus précis possible pour réussir à engager encore une fois pleinement son collaborateur pour l'après. Donc, c'est vraiment ça de le voir comme un tableau de bord et de se dire, OK, et en plus, ce qui est assez dingue dans ce tableau de bord, c'est qu'une fois qu'on l'a réglé au millimètre près à un instant T, ce qui est vrai le mardi est plus forcément vrai le vendredi parce qu'entre-temps, l'humeur du collaborateur a changé. Il suffit d'une annonce de Macron qui lui casse le moral, en fait, tous ces réglages peuvent être perturbés. Voilà, et ça évolue en fait quasiment tous les jours. D'où l'intérêt aussi de faire des one-to-one le plus régulièrement possible pour prendre le pouls et utiliser aussi des outils qui nous permettent en fait de prendre le pouls très régulièrement de ces équipes parce que ça nous permet à chaque fois de régler le plus précisément possible
ces 5 leviers. Donc moi, je dirais pour l'après, c'est prendre conscience de ces 5 leviers, même si évidemment, encore une fois, je pense que vous ne découvrez rien dans l'absolu, mais ça permet de remettre en perspective les priorités à mettre et de personnaliser encore plus qu'avant, je pense, l'approche managériale et la gestion des talents. Et de façon régulière. Ça rejoint exactement notre mission, nous, chez Zest, puisque c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on prône, de dire que ce n'est pas tout de demander l'avis du collaborateur une fois dans l'année quand on fait un one-to-one, mais que c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et sur lequel il faut mettre en place des actions de façon très régulière, mesurer les évolutions. C'est ce qui va le rendre motivé et performant. Et je crois que tu voulais aussi nous parler d'un sujet de confiance, il me semble. Ouais, effectivement, ça me semble aussi important pour les temps la période qu'on traverse en ce moment, et puis pour l'après, pour les quelques mois à venir. Pareil, en fait, c'est grâce à ces centaines de rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu entre guillemets un peu théoriser en posant des questions à la fois aux collaborateurs et aux managers, savoir qu'est-ce qui est à l'origine, en fait, qu'est-ce qui génère de la confiance entre un collaborateur et son manager. Et je me suis rendu compte, en fait, il y avait 3 grands piliers à la confiance entre un manager et un collaborateur. Et je pense que c'est d'autant plus important en ce moment de les chouchouter et d'y prendre vraiment attention et d'y prêter vraiment le plus d'attention possible pour les mois à venir. Et ces 3 piliers, le premier point, c'est de la transparence. D'autant plus en ce moment où le contexte économique est compliqué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur tout simplement la pérennité de leur job. Est-ce que je ne vais pas être licencié dans les semaines ou mois à venir? Donc, en tout cas, c'est de vraiment travailler cette chose-là. Il y a des manières très concrètes de le faire, c'est d'organiser des sessions de questions-réponses un peu ouvertes selon la taille de la boîte, par la direction générale, par la DRH, par le manager de l'équipe, en fonction du niveau de granularité en fait, que vous voulez donner à ces moments-là. Mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait de tabou parce que, ou s'il y en a, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est un tabou. Parce que sinon, en fait, voilà, c'est le début de la défiance entre un collaborateur et un manager. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment voilà. Et je disais tout à l'heure, communiquer, c'est répéter. Parfois, en fait, le manque de transparence, c'est tout simplement très souvent un manque de communication. C'est pas que le manager veut cacher quelque chose, c'est juste que il n'est pas assez clair. Parce que pour lui, c'est tellement clair dans sa tête qu'il projette encore une fois la clarté qu'il a dans sa tête, il la projette sur toutes les personnes qui sont en face de lui. La réalité, malheureusement, c'est pas celle-là, sinon ce serait trop simple. C'est que voilà, il faut vraiment encore une fois prendre le temps de faire de la pédagogie en collectif, répondre à toutes les questions, en one-to-one aussi, demander aux collaborateurs est-ce qu'il y a des choses qui le stressent, est-ce qu'il y a des questions sur la période, voilà. Tout ça, ça permettra de renforcer la confiance entre le collaborateur et le manager. Le deuxième point, c'est l'empathie, c'est la capacité, c'est le deuxième pilier de la confiance, c'est ce qui va permettre de générer de la confiance. L'empathie, donc la capacité du collaborateur à se mettre à la place du manager, se mettre à la place du collaborateur. Et en plus, là, en ce moment, on le voit bien, encore une fois, entre quelqu'un qui a un jardin de 10 000 mètres carrés et puis quelqu'un qui est confiné dans un 20 mètres carrés, quelqu'un qui a 2 enfants et quelqu'un qui n'en a pas, la situation, la manière de vivre le confinement n'a rien à voir entre le chômage partiel, celui qui est à 120%. Voilà, on vit tous des choses, on est tous dans je trouve, un peu des univers parallèles. Et le job de manager en ce moment ou de DRH pour encore une fois, gérer ses talents de la meilleure manière possible, ça va être de se mettre à la place du collaborateur, de co-construire avec lui son agenda, ses objectifs. Ça reboucle avec le sujet de l'autonomie, mais c'est vraiment ça. Faire comprendre à son collaborateur qu'on prend en compte sa réalité du moment et qu'on adapte et qu'on l'invite à le rendre acteur et constructeur, entre guillemets, de sa nouvelle, d'adapter son environnement de travail à la situation actuelle. Donc, c'est un autre levier très important à activer en ce moment. L'empathie, c'est encore plus vrai, c'était vrai avant la crise, c'est encore plus vrai en ce moment, encore une fois, tout est augmenté. Le troisième pilier, c'est la cohérence. Ça fait des ravages en général, c'est ce que j'appelle le syndrome de la girouette, c'est dire A le lundi et B le mardi, ou blanc ou noir. Il n'y a rien de pire en fait pour un collaborateur. Et c'est pareil, parfois, c'est juste que c'est un manque de communication la plupart du temps. Si vous changez d'avis en tant que manager, DRH, là en plus, on navigue tous à vue. Chaque jour, on est amené à se réinventer sur un tas de choses. D'une semaine à l'autre, les discours ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est de prendre le temps de faire de la pédagogie pour montrer en fait sa cohérence et montrer même sa cohérence dans l'incohérence. C'est-à-dire que si jamais on passe du blanc au noir, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on passe du blanc au noir. Parce que si vous ne l'expliquez pas, tout ce que va retenir le collaborateur, c'est blanc, noir. Il va dire, mais je ne comprends rien en fait, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il va. Moi, je suis… Et c'est le début de la défiance.
Et moi, je vois aussi dans le livre, en fait, je présente tout ça comme un peu un grand temple où il y a l'engagement comme en toit, en haut. Les piliers, en fait, sont les 5 piliers que j'évoquais de Dream. Et puis le socle, c'est vraiment la confiance. Donc ouais, je trouve que c'est une notion qui est souvent, qui est évidemment, tout le monde le sait, indispensable, mais qui est souvent un peu oubliée. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de réussir à mettre des mots sur finalement ce qui rentre dans l'équation de la création de la confiance. Il y en a sans doute d'autres, mais ce sont les 3 vraiment, moi, qui m'ont sauté au visage dans mes centaines de rencontres. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter avant qu'on passe aux questions? Il y a des choses que tu avais envie de partager avec nous encore? Non, bah, il y en a énormément, mais je propose du coup, vu le timing, c'est qu'on passe peut-être aux questions-réponses pour. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a déjà une petite dizaine de questions. Juste avant de répondre, je voulais vous dire qu'il y a 2 prochains webinaires qui arrivent. Le prochain, c'est mardi 28 sur le monde d'après et les managers, qui sera réalisé avec Move One. Et celui d'après, ce sera jeudi 7, le monde d'après, le leadership, qui sera fait avec Visconti. Donc, vous avez accès de toute façon à tous les liens pour vous inscrire je crois que c'est dans la conversation directement et vous les recevrez de toute façon dans les événements. On va prendre les questions. Et je vous les recommande parce que pour connaître les intervenants Visconti et Mouvoine, c'est évidemment à pas rater. Alors, il y a quelqu'un qui te demande, Ludovic, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre, puisqu'apparemment, il est plus disponible sur Amazon. Ouais, effectivement, le marché du livre connaît aussi pas mal la crise là, en ce moment. Amazon a arrêté de livrer des livres. La Fnac, ils ont maintenu la livraison, mais malheureusement, il est du coup très rapidement au début du confinement, le Dream Team s'est retrouvé en rupture. Je réussis de temps en temps à, à réapprovisionner en fait un site français d'ailleurs que je vous recommande en alternative à Amazon qui s'appelle chapitre.com, qui est un site e-commerce qui existe depuis très longtemps, mais que pas grand monde connaît. Qui vous permet d'acheter des livres en e-commerce. Donc de temps en temps, j'arrive à les réapprovisionner, mais malheureusement, il va falloir être un peu patient. En revanche, les versions numériques Kindle sur Amazon et ePub sur Kobo ou des tablettes ou d'autres liseuses sont dispo sur Fnac et sur Amazon. Mais ce que je vous invite à faire, sinon, c'est peut-être de me suivre sur LinkedIn, où je suis assez actif. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour que je puisse, et je communiquerai en fait régulièrement sur les nouvelles disponibilités du livre. On a une question aussi super intéressante sur comment est-ce qu'on peut faire dans une entreprise de consulting où en fait les collaborateurs travaillent sur les projets des clients et où donc le sentiment d'appartenance à l'entreprise est plus difficile à susciter puisque le contact est plutôt réalisé auprès des clients. Ouais, ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. Ben, en fait, malheureusement, ça veut dire qu'il faut redoubler ou retripler d'efforts par rapport à ces collaborateurs-là, parce que c'est exactement pour moi la même notion que le management à distance finalement, que le télétravail. C'est-à-dire que c'est une forme de télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont chez les clients, ils travaillent pour le compte de votre entreprise, mais ils ne sont pas physiquement avec vous. Et donc, en fait, il faut basculer dans ce mode de management augmenté. C'est-à-dire qu'il faut, pareil, réinventer des rituels. Il ne faut surtout pas les laisser sur le bord de la route. Au contraire, il faut être 4 ou 5 fois plus présent auprès d'eux. Et ça, voilà, à vous de voir selon la configuration. Est-ce qu'ils sont en région parisienne ou à Paris? Si vos locaux sont à Paris, peut-être physiquement, ça peut être quand même faisable de se réunir. S'ils sont envoyés dans des missions à 400 km de la boîte, c'est de réinventer aussi de nouveaux rituels à distance. Et encore une fois, l'avantage de cette période-là, c'est que de toute façon, tout le monde est à distance. Donc, pourquoi pas s'inspirer de nouvelles choses qui seraient testées là pendant cette période-là pour les mettre à disposition des consultants quand ils reviendront, quand ils retourneront demain dans leurs entreprises clientes. Ouais. On a aussi une question super intéressante sur comment faire pour garder l'équilibre dans une équipe, dans un contexte où finalement l'augmentation des écarts, il est vraiment mis en avant par le confinement entre ce que tu disais notamment, les célibataires, les familles nombreuses, ceux qui sont en maison, en appartement. Quand on pense que tous ces critères-là vont venir altérer la contribution de l'ensemble des collaborateurs et de les impacter. Je pense que là-dessus, déjà, il y a un premier point, c'est évidemment l'ultra-personnalisation. Et je reviens sur ces sujets d'empathie. C'est discuter en one-to-one d'abord avec chacun des collaborateurs pour vraiment comprendre leur réalité, leurs difficultés et leurs besoins. Et en gros, une fois que vous avez fait le tour de tous vos collaborateurs sur ces sujets-là, l'idée, ça va être de réussir à mettre un peu en commun tout ça. Et quitte à réduire la voilure pour certains en termes d'objectifs,
certains qui, effectivement, le matin doivent faire l'école, devenir en plus prof ou maître d'école dans leur journée, c'est prendre en compte ça. Et en fait, c'est surtout, et je reviens sur ce sujet de transparence, c'est que tout le monde soit bien au courant des réalités de chacun et que tout le monde comprenne bien pourquoi est-ce qu'il y a ce qui peut paraître être un traitement de faveur vis-à-vis de lui, parce qu'en gros, on n'attend pas de lui qu'il soit connecté avant 14 heures, en fait, et que limite, la personne en question explique aux autres sa réalité du quotidien, quoi. Donc, en fait, on en revient toujours à un sujet de communication. C'est à la fois donc, personnalisation et d'adapter et de co-construire en fait l'agenda du jour ou de la semaine avec les uns les autres, et que chacun puisse partager son agenda et d'expliquer pourquoi est-ce que cette adaptation a été faite. Encore une fois, c'est vraiment un sujet de communication. On a une personne qui nous demande aussi, du coup, qui nous dit qu'on ne parle pas beaucoup des managers dans cette période de confinement, qui nous demande si on a eu des retours sur ce sujet. Donc, je pense que c'est vraiment sur l'accompagnement, pour le coup, des managers. Ouais. C'est clair que ça, c'est un vrai sujet. Déjà, manager, c'est éminemment difficile. C'est à la fois passionnant, mais c'est super. C'est passionnant aussi parce que c'est challenging, c'est dur, on se sent souvent seul, on s'en prend parfois plein la gueule. C'est parfois ingrat, c'est difficile. Donc, et encore une fois, si c'est difficile en temps normal, en ce moment, c'est difficile fois 1000. Ce qui est sûr, c'est moi, première recommandation, c'est de dire que déjà, d'arrêter de se mettre une pression infinie parce que la situation, elle est dure pour tout le monde. Et aussi, et j'en parle pas mal dans le livre de ce point de arrêter un peu le syndrome du Superman et faire preuve aussi d'humilité vis-à-vis de ses collaborateurs pour leur expliquer que de partager ses propres difficultés par rapport à la situation, c'est aussi ça, faire preuve de transparence. C'est pas se montrer le manager tout puissant qui a droit de vie ou de mort sur tout ce qui se passe dans la boîte. Ça, c'est un schéma qui appartient au passé. Et donc, c'est aussi un vecteur de confiance, en fait, de se livrer dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais donc ça, c'est le premier point, je pense, d'avoir conscience que on peut pas être, on n'est pas Superman et de s'enlever le fardeau qu'on s'est mis sur le dos en disant il faut que je sois exceptionnel, incroyable, génial. Non, en fait, il faut déjà être le plus présent possible auprès de vos collaborateurs, ce sera déjà énorme. Donc, essayez de travailler un peu le lâcher prise. Je pense que c'est une première recommandation. Et deuxième point, c'est ça, c'est de faire de son équipe une priorité. Là où souvent le manager, dans les périodes classiques, dans l'avant-crise en tout cas, souvent notamment dans les managers intermédiaires où il y a à la fois de la production à faire, c'est-à-dire on a nous-mêmes du boulot à faire au-delà de notre boulot de manager et de management d'accompagnement. Et souvent, quand on a ces deux missions, la première qui passe à la trappe, c'est le management, parce qu'en fait, on doit délivrer, on a une présentation à faire, on a des fichiers à envoyer, on a des choses à faire avancer. Et souvent, c'est l'équipe qui en pâtit. C'est essayer, dans la mesure du possible, dans cette période, pour mieux vivre aussi individuellement par le collectif, de faire de son équipe en fait une vraie priorité. Et ça doit s'illustrer dans votre agenda. Quand vous regardez votre agenda en tant que manager, en fait, si vous avez, s'il n'y a pas un minimum un tiers de votre agenda qui est consacré à des points collectifs en one-to-one, ou juste de créer cette histoire de bonne ambiance et de parler d'autre chose que du boulot avec vos collaborateurs, c'est qu'il y a un problème. Et en général, ce tiers ou cette moitié d'agenda, elle a tendance à fondre comme neige au soleil dans une période classique. Et là, à l'inverse, management augmenté, elle doit prendre le plus de… Voilà, donc, bloquez-vous des créneaux dans vos agendas. L'une de vos 3 priorités de la journée, dans ces 3 priorités, il doit nécessairement y en avoir une tournée vers l'équipe, sinon il y a un souci. Et vous verrez aussi que ça vous aidera à mieux vivre la période. Je pense que quand on prend soin des autres aussi, en fait, indirectement, on prend soin de soi. Et ça, c'est un point aussi qui est important, c'est de prendre soin de soi. C'est que l'engagement de votre équipe, les 5 leviers, si vous-même, vous n'êtes pas en capacité de les activer, il ne se passera rien. Donc, prenez aussi soin de vous, déconnectez, coupez. Si à un moment donné, à 17h, vous en avez plein la tête, votre charge mentale est trop élevée, vous ne mettez pas la pression, coupez tout et revenez à votre boulot quand vous aurez l'esprit libre. C'est en tout cas de réussir à enlever le poids qu'on a tous sur nos épaules et réussir à s'en débarrasser le mieux possible. Et pour compléter ton propos sur notamment comment aider les équipes RH à accompagner leurs managers, ça signifie aussi savoir ce qui se passe pour eux. Donc, leur poser la question. Nous, c'est ce qu'on fait vraiment le plus là en ce moment en période de crise chez Zest, c'est qu'on accompagne nos clients à envoyer des campagnes de questions à leurs managers, mesurer le pouls des équipes au niveau global, faire en sorte de savoir, en fait, dans un contexte où on est tous décentralisés,
comment ça va pour les ressentis, pour tout le monde, et quels sont les périmètres qu'on doit plus accompagner que les autres, et notamment les périmètres managériaux sont très importants, en tout cas, à accompagner dans cette période-là. Ouais, complètement. Alors, il nous reste 2 questions. Lorsque le télétravail n'était pas dans le quotidien, une des difficultés rencontrées est de se mettre en relation avec de nouvelles personnes, autres métiers. Quel levier avez-vous pour gérer cette situation? Ouais, c'est vrai. En fait, il y a pas mal de communautés qui existent par métier et sur les fonctions commerciales, sur les fonctions développeurs. Il y a tout un tas de communautés qui s'étaient développées ces dernières années et qui, effectivement, en général, se rencontraient en physique. Et là, en fait, elles sont en train de se réinventer, évidemment, et à devoir s'adapter à la situation. Et j'ai vu qu'ils relançaient forcément des formats digitaux en visio. Donc, c'est en fait, peut-être c'est déjà de se renseigner simplement sur Internet, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup à la fois de webinars descendants qui existent, et puis il y a aussi pas mal, encore une fois, de communautés. Je pense à par exemple TechRox pour les devs, les développeurs. Et il y a une autre qui s'appelle Sharework, plutôt pour les commerciaux. Donc il y en a tout un tas comme ça qui existent selon les métiers et qui sont obligés évidemment de s'adapter. Et puis deuxième point, c'est peut-être aussi d'aller d'autant plus à la rencontre des autres. Là, on parlait des cafés roulettes tout à l'heure. Donc nous, par exemple, on l'a mis en place au sein des entrepreneurs qu'on accompagne. On propose aux entrepreneurs qui se sentent parfois un peu seuls de s'inscrire, et puis hop, automatiquement, on les met en relation avec un autre entrepreneur et ils prennent un café ensemble, en visio bien sûr. Et c'est d'être moteur là-dessus, soit de générer les démarches au sein des boîtes, selon la taille des entreprises, soit de se l'organiser soi-même en envoyant un email, pareil, de manière un peu random, à quelqu'un à qui on n'a jamais parlé ou avec qui on aimerait peut-être créer un peu plus de liens, mieux comprendre son boulot, etc. Ouais, effectivement, faut réinventer tout ça. Et sur la dernière question, c'est une question très intéressante aussi. C'est dans une situation où l'avenir est assez flou pour l'entreprise et qu'on constate que en fait, nos collaborateurs sont inquiets, même s'ils ont confiance dans l'équipe managériale. Comment est-ce qu'on peut les rassurer quand nous-mêmes, on n'a pas de visibilité sur l'avenir? Je pense en fait, déjà, c'est pas. Encore une fois, je reviens à ce sujet de transparence, c'est leur cacher des choses. Ça générait de la défiance et encore plus de flou. Leur inventer un futur qui n'est pas encore dessiné, ça serait une bêtise. Donc en fait, moi, ce que je recommande, c'est de dire qu'en fait, d'avouer qu'on n'a pas forcément encore toutes les cartes en main, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se redessiner au niveau. En gros, si je reviens aux différents niveaux, en fait, il y a la mission de l'entreprise ou de la division de la BU, ou quelle que soit l'organisation de la boîte. Et ça, c'est vrai qu'on a moins la main là-dessus et moins de vision là-dessus, sur l'évolution et l'impact qu'aura tout ça dans les mois à venir là-dessus. Donc, accepter et expliquer que c'est en cours de définition. Pour le moment, vous n'avez pas les infos. En revanche, peut-être c'est l'occasion justement de réfléchir avec l'équipe, de se réinventer et d'en profiter pour faire des ateliers un peu de co-construction sur OK, face à tout ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut réinventer notre métier, nos process, nos process commerciaux, nos rituels. Et c'est justement en fait d'en faire une opportunité pour se réinventer et pas attendre en fait et je pense que c'est ça le meilleur conseil à donner, c'est notamment quand le manager il n'en sait pas trop sur ce qui se passe peut-être en haut, c'est pas forcément attendre de cela, pas forcément attendre en fait que ça redescende, mais de prendre les choses en main et de les co-construire et de responsabiliser ses équipes dans la co-construction en fait. Et pareil, de ne pas mettre leurs collaborateurs en position d'attentisme par rapport à la situation et de ne pas donner l'impression qu'elle subit les choses, mais au contraire les rendre acteurs de la situation. Et n'attendons pas que ça vienne d'en haut, peut-être déjà nous à notre niveau, on a sans doute des choses à réinventer. Écoute, merci beaucoup Ludovic pour le temps que tu nous as apporté. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. C'était vraiment très intéressant et c'était un plaisir de t'entendre nous expliquer comment est-ce qu'on peut aider nos équipes à rester motivées dans cette période. Un grand merci à toi et à toute l'équipe de ZES pour l'invitation. Moi, j'adore parler de ces sujets-là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on puisse prolonger les discussions dans les heures ou dans les jours ou mois à venir sur ces sujets. Moi, je pourrais en parler des heures. Et donc, à votre dispo pour prolonger tout ça. Et encore merci pour l'invitation.
C'était un plaisir. Passez tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.